intelligent embarqué. Donc, bon, espérons que j'aurai gardé les bonnes slides, puis que si vous avez des questions supplémentaires, au moins ça vous aura incité à venir nous voir. Vous avez mon équipe au CIMEC, là, on est pas mal tout habillés en blanc. Dans l'équipe, on a différentes expertises, donc selon les sujets que vous voulez aborder, n'hésitez pas à venir nous voir, on va prendre le temps de vous répondre. Donc, allons-y. Puis, j'ai pas mon micro. OK, c'est bon. Fait que, c'est bon. OK. Bon, j'attends juste le micro. Donc, sujet d'aujourd'hui, architecture des systèmes intelligents embarqués. Bon, ça vient toucher évidemment à tout ce qui est Internet des objets, Big Data, le cloud et l'intelligence artificielle. On va en parler indirectement à travers le sujet de l'architecture. Donc, premièrement, commençons par se donner un point de vue de qu'est-ce que c'est qu'un système intelligent embarqué, puis c'est quoi les composants essentiels qu'on trouve dans un système intelligent embarqué. Donc, on va partir avec le cerveau de l'être humain comme base de l'intelligence. Déjà, on peut penser à une série de capteurs qui vont nous permettre d'acquérir des données pour ensuite traiter ces données-là à l'aide d'une intelligence particulière qui va nous permettre d'actionner des actionneurs, donc qui vont nous permettre d'interagir avec l'environnement. En plus des senseurs des actionnaires, il va nous falloir des données sur lesquelles on va pouvoir faire des analyses pour pouvoir prendre des décisions. Évidemment, ça nous prend une programmation embarquée, une programmation aussi qui va nous permettre d'introduire le concept d'intelligence artificielle. Tout ça, normalement, va être contrôlé à partir d'une carte de contrôle sur laquelle on a des composants électroniques qui va nous permettre de connecter tous ces éléments-là ensemble. Et évidemment, tout ça, c'est possible de fonctionner grâce à une source d'énergie. Donc, cet élément-là qui est quand même important dans un système embarqué. Dans un premier temps, on va regarder c'est quoi le principe de concevoir une architecture. Donc, et on va déboucher par la suite sur l'architecture des systèmes embarqués. Donc, l'architecte en particulier, son rôle en grande partie, c'est d'identifier principalement c'est quoi les attributs de qualité essentiels que vous voulez avoir par rapport à votre système. Donc, quand on parle d'un système embarqué, entre autres la performance et la consommation d'énergie, c'est différents attributs de qualité qu'il doit considérer pour réussir à prendre des décisions architecturales. Donc, choisir les composants, choisir les relations entre les composants, choisir les protocoles de communication entre ces composants-là, pour construire de façon incrémentale l'architecture. Pour chacune des décisions qu'il va avoir à prendre, il y a une analyse à faire pour essayer de trouver, entre autres, c'est quoi les compromis qu'on va avoir à faire. Donc, des fois, on a un système où est-ce que la performance est importante et la sécurité. Souvent, si on veut plus de sécurité, on va affaiblir la performance. Donc, il y a des compromis à faire pour plusieurs décisions. Il y a aussi des points sensibles, normalement, dans l'architecture. Par exemple, quand on parle de la consommation énergétique, si c'est un requis qu'on a qui est important, des fois, juste le choix d'un composant va affecter directement la consommation énergétique. Et là, il y a plusieurs points sensibles comme ça qui vont apparaître au niveau de l'architecture. Il y a des décisions plus risquées, puis il y a des décisions moins risquées. Donc, l'architecte, son rôle, c'est d'évaluer toutes ces décisions-là pour réussir à, de façon incrémentale et itérative, construire l'architecture. Normalement, l'architecte se base sur une base de connaissances. Donc, il y a la connaissance, entre autres, de c'est quoi les styles architecturaux qui existent. Donc, des façons d'organiser les modules, des façons d'organiser les interactions entre ces modules-là. Il y a des tactiques architecturales qui existent et il y a des patrons de conception particuliers. Et en utilisant ces connaissances de conception-là, il est capable de prendre des décisions qui vont finalement permettre d'aboutir à une architecture. La particularité avec les systèmes embarqués d'aujourd'hui, c'est qu'entre autres, le nombre d'activités que l'architecte doit réaliser a quand même grandement, s'est accru finalement, on a plus d'activités à considérer. Le nombre de questions auxquelles on doit répondre aussi a augmenté considérablement, et ça fait que le nombre d'artefacts de conception, donc les éléments de base, les blocs de construction qu'on utilise, les blocs Lego qui nous permettent de construire l'architecture, ça aussi, ça l'a augmenté de façon considérable. Donc, si on regarde, entre autres, on va regarder par rapport aux 6 composants qu'on a identifiés, on va commencer avec les senseurs et les actionneurs. Donc, entre autres, au niveau des senseurs et des actionneurs,
Aujourd'hui, on parle entre autres de smart sensors, des senseurs intelligents, des actionneurs intelligents. L'idée ça vient d'une norme I3E 1451 qui dit, un capteur ou un actionneur intelligent, c'est qui est la possibilité d'être connecté à un réseau et que ces données puissent être envoyées, entre autres, à une unité de calcul qui va permettre d'interagir avec. Donc, on est dans le concept d'objet connecté. Donc, les actionneurs et les senseurs, en grande partie, vont venir détailler ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, une grande partie de ces objets-là sont des senseurs, des capteurs et des actuateurs. Donc, ce qui a changé au niveau, entre autres, de la capacité, c'est qu'on a plus de capacité au niveau des éléments, des capteurs et des actuateurs. La fiabilité également est assez accrue. Et c'est surtout au niveau des fonctionnalités aussi que ça a augmenté. Donc, on est capable d'aller capter un plus grand nombre de paramètres. On est capable d'actionner un plus grand nombre d'éléments qui vont interagir avec l'environnement. Et aussi, on est capable de supporter un plus grand nombre de protocoles de communication. Donc, ça nous amène à être capable d'interconnecter et d'intégrer sur une carte de contrôle un beaucoup plus grand nombre d'éléments et donc d'arriver à des solutions qui sont beaucoup plus créatives et plus poussées. Entre autres aussi au niveau de la diversité, donc la diversité des capteurs et des actionneurs qui sont disponibles, ça a augmenté grandement. Et le coût, en fait, lui, a réduit. Donc, cette dynamique-là a permis, entre autres, on a vu l'apparition d'un paquet de protocoles de communication supplémentaires pour réussir à mettre en interaction ces composantes-là. Donc, l'architecte, c'est entre autres avec ça qu'il doit aujourd'hui dealer quand il construit un système intelligent embarqué. C'est lesquelles composantes électroniques je vais intégrer sur ma carte ou autour de ma carte. Et c'est quoi les protocoles de communication que je vais utiliser pour être capable d'interagir. Et souvent, là, au niveau du CIMEC, entre autres, on se retrouve à faire quoi comme travail? C'est que sur les cartes embarquées, souvent, ça va être à vous autres à programmer les protocoles de communication. Donc, c'est des protocoles standards. On est capable d'aller chercher la description technique, mais souvent, pour réussir à aboutir à une solution, il va falloir développer nous-mêmes la partie logicielle qui va prendre en charge ce protocole de communication. Donc, plus il y a de protocoles, plus de notre côté, on a besoin d'une expertise pour être capable de développer, d'implémenter ces protocoles-là sur les différentes cartes embarquées. L'autre composant qui est important, évidemment, c'est cette carte-là, la carte de contrôle, qui va, en gros, venir intégrer les différentes composantes électroniques. Donc, une des composantes électroniques qui est importante, évidemment, c'est le processeur, qui nous fournit la capacité de calcul. Mais au-delà de ça, on a tous les éléments qui vont nous permettre de communiquer. On a tous les éléments qui vont nous permettre d'avoir l'espace minimal, l'espace mémoire minimal pour être capable d'exécuter du traitement localement, être capable de stocker de l'information aussi localement. On a aussi, maintenant, les cartes de contrôle sont tellement miniaturisées et les techniques de fabrication ont tellement évolué qu'on a la possibilité, en plus des différentes composantes qui sont déjà disponibles, donc pour par exemple, les connexions USB, les connexions HDMI, les cartes de mémoire, on a la possibilité de venir ajouter ici, par exemple, vous voyez, il y a une quarantaine, ça c'est Raspberry Pi, qui est une carte de contrôle assez connue. Il y a une quarantaine de pins de contrôle qu'on est capable de venir connecter des composants électroniques de plus là-dessus. Donc, auparavant, le défi au CIMEC, c'était de développer ces cartes-là, de choisir les composants à intégrer sur la carte. Vous voyez les petits circuits intégrés, les petits circuits imprimés, là? C'était de faire la conception de ces circuits-là pour réussir à connecter tous les composants. Maintenant, aujourd'hui, les cartes de contrôle qui sont offertes, comme Raspberry Pi, souvent, la carte de contrôle, on va pouvoir l'acheter directement, puis elle s'intègre directement dans notre solution. Donc, la complexité est passée de construire des cartes de contrôle comme celle-là, puis elle a évolué un peu plus, vous allez voir, au niveau maintenant logiciel. Intégrer ça dans un environnement où est-ce que, OK, le monde logiciel vient d'apparaître un peu plus de façon intensive. En particulier, ce qui a évolué, c'est la miniaturisation qui a permis justement l'intégration de plusieurs composantes électroniques, mais aussi la capacité de calcul. Donc, sur les processeurs qui, eux aussi, ont été miniaturisés, vous voyez maintenant, regardez juste ici, j'ai fait exprès de prendre cette image-là parce qu'on voit bien les points de connexion au processeur. Tous ces points de connexion-là, c'est grâce à la miniaturisation qu'on est capable maintenant d'avoir la possibilité d'interagir avec le microcontrôleur d'une façon beaucoup plus intense. Donc, ça nous permet d'intégrer plus de composantes électroniques. L'autre chose aussi, c'est que maintenant, les
processeurs vont commencer à se spécialiser. Donc, entre autres, bon, là, sur les cartes habituelles, les processeurs qu'on voit sont multicorps, c'est-à-dire qu'ils ont comme 8 unités de traitement en parallèle. Donc, quand on programme nos solutions, on est capable d'identifier, bon, ben voici pour ce que j'ai à calculer maintenant, je vais répartir le calcul sur 8 cœurs en parallèle. Donc, le traitement se fait en parallèle de façon beaucoup plus rapidement. Mais aujourd'hui, par exemple, merci à Images et Technologies, ils m'ont emmené, là, j'ai quasiment peur de le lever, ça vaut 10 000 ce petit bidule-là. C'est un GPU. Juste pour dire justement l'évolution de quoi ça a l'air aujourd'hui, c'est avec ça bientôt qu'on va pouvoir commencer à travailler de façon plus intensive. Ce petit bidule-là à 10 000 pas 10 000 non. Ah oui, OK. Oui, c'est ça. Je vais le déposer très, très, très doucement. Mais regardez, là, la différence, c'est quoi? C'est que dans un CPU ordinaire, on a 8 cœurs. Dans un GPU, on a 392. Donc, la façon de développer vos algorithmes, c'est beau de dire j'ai quelque chose d'intensif à calculer, je vais répartir ça sur 8 cœurs. Mais là, j'ai quelque chose d'intensif à calculer, je vais répartir ça sur 392 cœurs. Ce n'est plus la même façon, au niveau algorithmique, d'approcher le développement de votre système. Donc, cette évolution-là, au niveau des cartes de contrôle et entre autres au niveau des processeurs, amène des nouveaux paradigmes, ou du moins une nouvelle façon de programmer qui oblige à exploiter de plus en plus la parallélisation. Donc, paralléliser vos traitements pour être capable d'aller chercher le maximum de traitements en minimum de temps. Bon, évidemment, ça a un coût. Quand on a un GPU, vous pouvez être sûr que votre consommation énergétique vient de monter d'un cran. Et puis, c'est une problématique parce qu'au niveau des systèmes embarqués, les GPU, on n'est pas rendu avec des systèmes embarqués avec des GPU en passant, à moins que tu me corriges, mais moi, j'en ai pas vu encore. Ouais, Jetson, qui sont des GPU truqués en x86. Mais bon, fait que les GPU en tant que tels ne sont pas encore là, mais de toute façon, intégrer ça sur une carte de contrôle pour un système embarqué, la plupart du temps, on a tellement de contraintes au niveau énergétique que le GPU, pour l'instant, vous allez voir tout à l'heure, on va le voir comme un élément externe, mais complémentaire à notre solution embarquée. Donc là, ça va être la complexité de dire qu'est-ce que je mets sur ma petite carte embarquée, entre autres pour respecter la capacité que j'ai au niveau de la batterie, et qu'est-ce que je répartis à distance sur des serveurs qui sont peut-être capables d'en calculer beaucoup plus. Donc, c'est la particularité, entre autres, qui va se présenter. L'autre chose aussi qui a évolué, c'est au niveau des données. Donc, on parle de plus en plus du big data, là, mais l'idée au niveau embarqué, c'est que la quantité de mémoire, par exemple, pour la carte Raspberry Pi qu'on a tout à l'heure, il y a 1 gig d'espace mémoire là-dessus. Quand on a des data centers, où est-ce que là, on multiplie le 1 gig par plusieurs millions, on s'entend qu'une carte tout seul, on n'est pas capable de capter tout l'ensemble des données qu'on pourrait avoir besoin pour développer une intelligence plus poussée. Donc souvent, là, on se retrouve avec des défis au niveau des données. Comment organiser les données? Donc, entre autres, quelles sont les données qu'on peut utiliser localement sur notre carte? Quelles sont les données qu'on peut traiter en temps réel? Quelles sont les données qu'on va distribuer à distance? Quelles sont les données qu'on va jeter carrément parce que c'est du gaspillage d'espace d'accumuler ces données-là? Et quelles sont les données à partir desquelles on va faire des analyses pour générer d'autres données qui, elles, vont nous permettre d'alimenter notre intelligence? Donc, au niveau des données, il y a quand même beaucoup de défis qui sont apparus. Mais en gros, le principe, c'est le principe que ça, là, il y en a plusieurs qui ne devraient pas être perdus avec ça. C'est du data mining. Là. Ça fait 20 ans qu'on fait ça, même plus encore. Mais c'est la particularité, c'est le mot big data là, qui est venu apparaître là-dedans. Mais tout le reste du setup là, est pas mal semblable. C'est-à-dire qu'on a des sources de données. Pour nous, dans notre cas au CIMEC, souvent, la majorité des gens, là, avec leurs solutions, c'est des logs, des fichiers logs. Là. Ils ont des machines qui loguent des données dans des fichiers, carrément. Puis ça fait 20 ans que ça log. Là, qu'est-ce que tu fais avec ces données-là qui se sont accumulées dans une base de données, dans un entrepôt de données? Donc là, c'est la capacité de mettre en place l'infrastructure qu'il faut pour exploiter cette base de données-là. Donc, l'idée du big data, c'est que justement, il vient nous donner une façon d'exploiter ces données-là
pour réussir à générer des nouvelles données plus spécialisées qui vont, elles, être utilisées pour venir implémenter vos solutions intelligentes. Donc là, on se retrouve avec une source de données qu'on a transformée pour mettre dans notre magasin de données. Ce magasin de données-là, on l'a traité soit avec des... il y a deux façons, entre autres, au niveau du big data pour traiter les données. Soit qu'on les traite, on les reçoit, puis à chaque semaine, on fait des analyses dessus pour générer des données supplémentaires, ou en temps réel, la machine nous envoie des données, puis on est capable de détecter certaines choses pour tout de suite réagir au niveau intelligence, pour déclencher des actionneurs ou déclencher d'autres événements. Bien, au bout du compte, ça se retrouve à être capable de collecter des données, de les intégrer à la base de données, de diffuser l'information au niveau des bases de données spécialisées, et puis d'analyser ces données-là pour être capable d'alimenter vos solutions intelligentes. Donc, et là, en fait, au niveau de ce qui reste à considérer, entre autres, c'est au niveau des paradigmes de programmation qui ont aussi évolué au niveau des systèmes intelligents. Donc là, on parle de l'intelligence artificielle. C'est un bien grand mot. En réalité, c'est des techniques d'analyse qui ont évolué. Donc, la façon d'implémenter l'algorithmie a évolué. En particulier, juste pour donner un exemple, il s'appelle Dext, là j'oublie son nom de famille, on va juste dire son prénom. Un petit robot qui a réussi à avoir 99% de précision. Lui, sa job, c'est juste, il y a un paquet de pièces différentes à l'avant, puis c'est d'être capable de les attraper puis de les mettre dans une boîte. Mais là, les pièces ont différentes formes, et puis à 99% du temps, quand il s'en va puis qu'il l'attrape, il réussit à la... Tu sais, votre petite machine où vous jouez avec des toutous là, pour aller l'attraper. Combien il y en a qui ont déjà réussi à attraper un toutou avec ça? Bien, lui, à chaque fois que tu mettrais un 30 sous, il les attrape tout le temps, puis il réussit à les sortir et à les mettre dans ta petite boîte. Donc, il y a quand même une intelligence en arrière de ça. Il est meilleur que nous autres, en tout cas. Comment ils ont fait pour réussir à faire ça? Entre autres, justement, au niveau des données, ce qu'ils ont dû faire, eux autres, il y avait une base de données de 10 000 formes qu'ils ont dû analyser. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé un petit dispositif qui analysait la forme sous différentes perspectives. Puis à partir de là, ils ont fait une analyse et ils ont généré des nuages de points. Donc, chaque forme a fait ressortir 6 millions de nuages de points. On s'entend-tu que le nombre de données que tu viens d'acquérir, juste pour être capable d'aller attraper une pièce, c'est assez considérable. Donc, quand on parle de l'analyse, entre autres, c'est qu'au moment où est-ce qu'il va attraper la pièce, lui, il s'en va dans sa base de données, puis il regarde les formes qu'il y a, il regarde les nuages de points, puis avec la caméra, là, vous voyez ici, il y a une petite caméra qui regarde les pièces, il est capable instantanément de regarder une pièce, de générer le nuage de points associé à cette pièce-là, puis après ça, d'aller comparer à ces 6 millions de nuages de points qu'il y a dans sa base de données pour trouver le nuage de points qui correspond le plus, pour être capable de dire « Hey, c'est de cette façon-là qu'il faut que je l'attrape, la pièce. » Et là, il place sa main, puis il va chercher la pièce en fonction de... Bon. Et là, où est-ce que ça devient intéressant, c'est qu'au début, il se trompait. Et là, à chaque fois qu'il se trompait, il accumulait des statistiques. OK, là, hey, j'ai réussi à l'attraper comme ça marchait. Oh, je n'ai pas réussi à l'attraper comme ça. Donc, au fur et à mesure où il testait, il accumulait des statistiques. Et là, c'est là où est-ce que l'idée du deep learning apparaît. C'est que lui, le deep learning, c'est le principe qu'entre autres, dans ce contexte-là, il va chercher dans sa base de données le plus loin possible pour réussir à trouver la position de capture qui est la meilleure statistique, qui va être le plus sûr de réussir. Et à partir de là, bon, à chaque fois qu'il prend une nouvelle forme puis il réussit, bien, ses statistiques augmentent. Et là, de ce point de vue-là, il apprend. Parce qu'à chaque fois qu'il réussit, il s'améliore d'une façon, puis à chaque fois qu'il manque, il dit « Ah, bien, je ne referai plus ça de même. » Donc, l'idée du deep learning, dans ce cas-ci, apparaît un petit peu à ce point de vue-là. Le problème avec ce robot-là, c'est que ce n'est pas embarqué. Il a fallu qu'il y ait de la machinerie à côté qui soit capable de faire l'analyse des 6 millions de points. Puis, fait que ce n'était pas sur une carte embarquée qui faisait ça. Il y avait un serveur à côté. Puis, donc là, on s'est éloigné un peu du système purement embarqué. Par contre, notre autre petit ami ici, ça, c'est la vedette cette semaine en Taïwan. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Là. Il y avait un gros show à Taïwan cette semaine. C'était la vedette du show. Là. Tout le monde voulait jouer contre lui. Il joue aux échecs.
Donc, c'est un robot. Excusez-moi. C'est un robot, il y a des senseurs, entre autres les caméras. Il y a des actionneurs, c'est-à-dire ses bras, qui vont permettre d'aller chercher les pièces et de la déplacer. Et puis, il y a une certaine forme d'intelligence, puisqu'il est capable de jouer aux échecs avec vous autres. Et là, la particularité, lui, c'est que, on peut dire il va battre quelqu'un comme, par exemple, moi, mais oubliez ça, aller le mettre contre un maître d'échecs, c'est sûr que ce robot-là ne gagnera pas. Je vais vous montrer un peu l'idée qu'il y a derrière son intelligence, puis vous allez voir qu'au niveau embarqué, on n'est pas encore assez puissant pour qu'un robot avec un système embarqué soit capable de battre un maître des échecs. Parce que pensez juste par exemple, derrière un jeu comme celui-là, qu'est-ce qu'on a en fait? Souvent, on va avoir un arbre de toutes les possibilités de coups que je peux faire aux échecs. Par exemple, si on prend tic-tac-toe, les jeux possibles, donc le nombre de fois où tu joues et tu vas faire une game différente, il y en a 10 à la 4. C'est 255 000 possibles. Ça n'a pas l'air de ça, mais quand tu joues au tic-tac-toe, tu peux faire 255 000 games différentes. Quand tu penses à un robot, il faut qu'il soit capable de les analyser, ces 255 000, pour réussir à prendre une décision. Quand on tombe aux échecs, on est 10 exposant 120 games possibles. Le jeu de Go, là, parce que là, maintenant, les machines nous battent aux échecs, puis ils nous battent au jeu de Go aussi. Le jeu de Go, il y a 10 exposants 761 games possibles. Puis, la manière dont ça fonctionnait au départ, en 1997, la première fois où est-ce que la machine a gagné contre l'être humain, lui, il était capable d'analyser 200 millions de positions à la seconde. C'est 7 coups de profondeur. Fait qu'imaginez l'arbre qui est ici, là, lui, il était capable d'aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups de profond. Mais si on revient juste avant, en fait, pour gagner, ça prend 80 coups de profond. Fait qu'il faudrait qu'il voit 80 coups à l'avance pour être sûr que le coup qu'il joue, il est bon. Fait qu'à quelque part, ce n'est pas juste la force brute qui va permettre à l'ordinateur de gagner. Il faut qu'au niveau algorithmie, on ait réussi à programmer ça d'une manière qu'il y a des heuristiques qui permettent de dire, telle solution, c'est sûr, je ne prendrai pas ça, je vais me concentrer sur d'autres genres de solutions. Donc, pour Deep Blue en particulier, eux autres, comment ils ont implémenté l'intelligence artificielle? En grande partie, ils ont été, eux autres, avec la force brute. Ils en ont mis 256 processeurs pour battre Kasparov. Ce n'était pas un processeur sur une carte, même un GPU, il ne l'aurait pas battu, là, Kasparov. Mais 256, là, c'était assez fort pour dire qu'on a la capacité de faire le nombre de calculs qu'il faut pour réussir à battre Kasparov. Et ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont mixé cette capacité de calcul-là avec une fonction d'évaluation qui, à chaque fois qu'on fait un coup, il évalue le coût et puis il dit, voici ce coût-là, il vaut autant. Puis là, de façon statistique, il voit au fur et à mesure où la partie avance, il est de plus en plus confident pour réussir à gagner sa partie. Là, la particularité dans ce cas ici, au niveau du Deep Blue, entre autres, c'est que pour la fonction d'évaluation, il a fallu qu'il fasse venir des experts de partout dans le monde aux échecs pour réussir à programmer. Donc, ça a pris un paquet d'experts en échecs pour réussir à programmer l'intelligence de Deep Blue. AlphaGo, complètement différent. Aucun expert qui a été nécessaire pour développer AlphaGo. Pourquoi? Ils ont changé leur manière, le paradigme de programmation. Ça reste de l'intelligence artificielle, mais là, ils ont été, eux autres, avec des simulations. Puis là, il faut dire que la capacité, aujourd'hui, ils sont capables de calculer 600 millions de coups par seconde. Ils sont capables de voir 20 coups à l'avance. Fait qu'on s'entend qu'aujourd'hui, n'importe quel expert va se faire battre. Mais AlphaGo, eux autres, ils ont été avec l'idée de la simulation, puis de dire, OK, à chaque seconde, je vais simuler des millions de parties. Et puis, je vais converger vers les solutions qui ont l'air les plus prometteuses de façon random. Donc, de façon aléatoire, il joue des parties. Je vais jouer ça, je vais jouer ça, je vais jouer ça. Et puis, il retient lesquelles parties mènent le plus souvent à des succès. Et avec du machine learning, là-dedans, ce qu'ils ont fait, justement, au niveau statistique, ils ont dit, à chaque fois que j'ai un chemin de jeu qui était bénéfique, je vais m'en rappeler. Puis la prochaine fois, je vais préférer aller par là au lieu d'aller vers un autre genre de solution. Et là, encore là, on a l'idée de la machine qui a pris. Donc, la particularité aussi, c'est que maintenant, la plupart des systèmes embarqués, ce n'est plus une carte seulement qu'on a besoin. On a besoin de beaucoup plus que ça. Parce que dans nos environnements, on a probablement plusieurs capteurs, plusieurs actionneurs, pour lesquels on va accumuler des données. On va les concentrer souvent sur un serveur local qu'on peut avoir en magasin. Et ce serveur local-là, souvent, on va même
avoir à exporter certaines données sur des serveurs à distance pour avoir plus de capacité de stockage et plus de capacité de calcul. Et en analysant ces données-là à distance, ces données-là localement, on va être capable d'alimenter notre composante, qui est la composante intelligente. Donc, on voit qu'aujourd'hui, les solutions, on a besoin d'un environnement externe qui est beaucoup plus complexe pour réussir à mettre de l'intelligence sur une carte embarquée. Donc là, c'est un mix entre l'intelligence embarquée et l'intelligence distribuée. Donc, on va juste prendre pour exemple les voitures. Bon, on avait en 1997, là, sûrement qu'il y a des gens qui ont vu le film passer hier, « Tomorrow Never Dies », c'est un James Bond. Rappelez-vous, dans ce film-là, il était couché dans sa voiture, là, puis il conduisait sa voiture parce qu'il était en train de se faire tirer des bombes. Là. Il conduisait sa voiture avec son téléphone puis son doigt. Donc, c'est un peu le précurseur, finalement, du téléphone intelligent. Donc, en 1997, il y avait déjà cette idée-là, mais en 2017, on ne l'avait pas encore réalisée. Donc, en 2017, on est encore avec les objets connectés au niveau de la voiture. On avait prévu en 2020 d'avoir les voitures autonomes, peut-être en Californie, où est-ce que les voitures roulent à 30 km/h. Fais attention pour ne pas rouler trop vite parce que tu vas avoir un accident. Mais on n'est pas encore là au niveau des voitures autonomes. Mettez-vous pas dans une tempête, ça à 20 avec un auto autonome. Là. Je pense que c'est mieux de prendre le volant et de dire je vais m'en occuper pour me rendre à Montréal ou à Québec. Donc, en réalité, si on regarde l'environnement justement d'une voiture autonome, ce n'est pas juste les systèmes embarqués sur la voiture qui est important. Il faut que tu aies des informations sur le trafic, il faut que tu aies des informations pour le parking. D'autres genres d'opérateurs peuvent te fournir des informations. Tu as des informations au niveau des bornes de chargement, tu as des informations au niveau de la signalétique sur les routes. Bon, puis tu as d'autres genres d'informations, comme par exemple le GPS, les données, etc., qui doivent être analysées pour réussir à fournir de l'information à vos systèmes embarqués qui, eux, vont actionner les différents contrôles sur votre machine, sur votre voiture. Donc, on voit que l'environnement des systèmes embarqués intelligents, en réalité, c'est bien plus que juste le système embarqué intelligent, c'est l'environnement au complet qui devient complexe. Et là, pour nous aider, en fait, le principe de base pour l'architecte, lui, ça reste la même chose. Pour nous, ce n'est pas vraiment plus difficile. Tu regardes, c'est quoi que les clients veulent comme qualité, j'ai des décisions à prendre, puis il faut que j'analyse un certain nombre d'éléments pour réussir à prendre ces décisions-là. Fait que ça n'a pas changé. Par contre, ce qui a changé, c'est ce qu'on a à gérer au niveau des solutions. Donc, et là, on en a parlé un peu durant la journée par rapport à l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, l'info nuagique, donc qu'est-ce qu'on délègue à des partenaires externes, puis au big data, qu'est-ce qu'il y a de disponible comme service dans l'industrie pour nous aider à implémenter ce genre de solutions-là. Donc, il y a différentes approches qui peuvent être prises, entre autres, on-premise. Ça, c'est Microsoft en passant. C'est l'approche de Microsoft, eux autres. Donc, tu peux avoir des solutions où est-ce que c'est toi qui prends tout en charge. Donc, tu prends en charge ton réseau, tu prends en charge ton stockage, tu prends en charge ton serveur, tu prends en charge ton système d'exploitation, tes applications, tes données. Mais de plus en plus, on peut se retrouver aussi, bon, si on regarde, OK, Microsoft, pourrais-tu me fournir l'infrastructure et moi, je vais m'occuper du reste. Donc là, Microsoft s'occuperait de tout ce qui est connexion réseau, tout ce qui est stockage de tes données, tout ce qui est capacité des serveurs pour faire l'analyse à distance de tes données, puis la virtualisation, entre autres, de tes données. Et le reste, ce serait entre vos mains de vos entreprises à mettre ça en place. Si on va voir Microsoft et on dit « Hey, pourrais-tu me donner les plateformes que j'ai besoin pour mettre en place ces solutions-là? » Bien là, il vous resterait, vous, juste à implémenter l'application elle-même que vous avez besoin au niveau intelligence et les données qui vont circuler à travers votre application. Et la dernière solution, là, ce serait de dire, je prends carrément une solution que Microsoft a développée, l'application, je l'installe sur ma carte, puis je n'ai rien à faire, tout fonctionne. Donc, il y a différentes approches. Et l'architecte, son rôle, c'est d'être capable de déterminer, c'est quoi l'approche qui nous convient le mieux. Puis un coup qu'on l'a déterminé, c'est quoi les composantes que je vais aller chercher pour implémenter la partie network, réseau. Qu'est-ce que je vais aller chercher pour implémenter la partie stockage, serveur. Donc, chacun de ces éléments-là, là, regardez le nombre de solutions qui existent. Bon, ça, c'est Microsoft avec tout ce qui est Internet des objets. Il nous offre un paquet de modules pour faire l'interconnexion de tout ce qui est vos senseurs, vos capteurs, jusqu'à vos actionneurs. Si on regarde Hewlett-Packard, même affaire. Il va prendre tous vos objets connectés puis il va vous fournir toute l'infrastructure qu'il faut pour
connecter vos senseurs avec vos actionneurs. Si on regarde Amazon, même affaire. Lui, ce qu'il gère surtout, bon, ben, c'est tous vos objets connectés, mais les messages qui sont échangés entre ces objets connectés-là, l'authentification de ces objets-là, l'enregistrement, comment ils interagissent les uns avec les autres. Donc, un message en génère un autre, lui va y répondre. Donc, Amazon va mettre en place tous les services qu'il faut pour vous aider à implémenter ce genre de composante-là. Au niveau de l'intelligence artificielle, encore là, Amazon est là, mais il y a d'autres solutions aussi qui sont disponibles. Donc, dépendamment, est-ce que vous voulez qu'Amazon vous fournisse juste l'infrastructure, qu'il vous fournisse le framework plus l'infrastructure, la plateforme, le framework plus l'infrastructure, ou bien le service au complet, vous allez avoir à choisir différents modules. Et on revient toujours au même. Les différents modules que vous allez choisir, c'est en fonction de, ben, est-ce que ça répond à mes besoins au niveau de la qualité puis au niveau des fonctions. On regarde au niveau de l'intelligence, toutes les technologies qui existent, c'est incroyable. Les paradigmes de programmation qui existent au niveau artificiel aussi, au niveau intelligence artificielle aussi, c'est assez remarquable. Au niveau du cloud, comment on va mettre ces services-là en place avec nos acteurs externes. Il y a IBM aussi qui propose un ensemble de services assez considérable. Donc, puis là, ça n'arrête pas. Là. Au niveau du big data, regardez toutes les technologies qui existent. Donc, vous comprenez que là, l'architecte il devient inondé finalement avec un ensemble de technologies incroyables. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se rattacher à le principe de base. J'ai un ensemble de qualités que je dois respecter. Je connais le genre de décision ou de patron de conception que j'utilise d'habitude. Ces technologies-là, là, ils utilisent toutes les mêmes 20 patrons de conception de base. Là. On n'a pas inventé. Là. Il y a une vingtaine, peut-être une trentaine de patrons de conception. Quand tu les connais bien, tu sais que ces patrons de conception-là affectent quelle qualité, ben, tu es capable de dire, bon, ben, tout de suite, ce module-là, c'est pas fait pour moi, celui-là, c'est pas. Donc, on est capable de faire une sélection de composantes assez rapidement. Mais néanmoins, il reste que le nombre de composantes est assez important. Donc, qu'est-ce que ça nous amène à dire? C'est qu'au niveau maintenant des systèmes embarqués, les expertises requises, c'est rendu une expertise multidisciplinaire. On n'a plus juste des gens qui vont construire des systèmes, des cartes de contrôle embarquées sur lesquelles on met des modules, des composantes électroniques. On a besoin des gens qui vont composer, qui vont construire cette carte-là, des gens qui vont mettre en place l'infrastructure matérielle, des gens qui vont mettre en place par-dessus ça l'infrastructure logicielle, des gens qui vont être capables d'intégrer tout ça ensemble, puis des gens qui vont être aussi capables d'identifier les bons partenaires qu'on a besoin pour réussir à faire fonctionner nos affaires. Donc, bon, je vous laisse là, lire un peu la liste des expertises requises, mais vous comprendrez que maintenant, développer un système intelligent, de plus en plus, c'est quelque chose de multidisciplinaire. En particulier au CIMEC, juste pour au moins faire le lien avec ce qu'on fait au CIMEC, on va être spécialisé justement dans le développement de cette carte de contrôle-là, oui. Dans le développement de tout ce qui est l'infrastructure matérielle, l'infrastructure logicielle que vous auriez besoin pour votre solution intelligente. Et puis là, après ça, c'est de s'asseoir avec vous autres puis de déterminer quel genre d'algorithmie on va avoir besoin pour réussir à développer l'intelligence dans vos systèmes. Et ça, c'est la particularité qui nous amène à être obligé de collaborer de très près avec nos partenaires. Quand on développe un système intelligent, le partenaire, il faut qu'il ait une très bonne connaissance de son domaine pour être capable de nous feeder, nous autres, à savoir lesquelles données sont importantes. Quand j'ai de l'information qui rentre, quel genre d'action je devrais déclencher. Ça, ce n'est pas nous autres, ce n'est pas notre domaine à nous, c'est votre domaine à vous autres. Donc, l'interconnexion entre notre équipe et les entreprises devient de plus en plus importante pour réussir à aboutir à des systèmes intelligents.